Je m'appelle Cathy West, j'ai 22 ans. Lors du dîner d'anniversaire pour les 81 ans de ma grand-mère, juste devant 9 membres de notre famille, ma mère a frappé la table de sa main, et m'a lancé un regard méprisant. 1300 € par mois, et tu oses encore te plaindre. Tu es tellement ingrate. J'aurais aimé que nous dépensions cet argent pour élever ton frère, plutôt que toi. Mon frère, Cameron, s'est contenté d'avoir un sourire en coin. 28 ans, et il ne payait rien. Alors que tout le monde restait silencieux, je n'ai pas dit un mot. J'ai terminé mon assiette, je suis monté à l'étage, j'ai fait 2 valises, et je suis parti le lendemain matin. J'ai laissé la clé de mon enfance sur le comptoir, comme si de rien n'était. 30 jours plus tard, une enveloppe provenant de la coopérative de crédit est arrivée sur la table de leur cuisine. Ma mère m'a appelé 14 fois cette nuit-là. En pleurant, en hurlant, puis en suppliant. Elle n'avait aucune idée que le fait d'humilier sa propre fille serait la plus grande erreur de sa vie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Revengé. Nous racontons des histoires calmes, sur des gens ordinaires, qui tiennent bon sans jamais élever la voix. Laissez un commentaire et dites-moi, vos parents vous ont-ils déjà traité comme un fardeau, tout en gâtant votre frère ou votre sœur? N'oubliez pas de vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite a été glacial, et profondément satisfaisant. Laissez-moi vous ramener à la chambre pour laquelle je payais un loyer. La maison se trouve sur Glenmere Lane, à Westerville, dans l'Ohio. Des briques beiges, 2 étages, et un érable que mon père a planté l'année de ma naissance. Ma mère avait l'habitude de pointer cet arbre du doigt, lorsque des acheteurs potentiels venaient. Les rares fois où elle laissait ses propres clients voir sa maison. Regardez comment il fait de l'ombre à la pièce de devant, l'après-midi. Elle avait une façon de parler de la maison comme s'il s'agissait d'un petit héritage, qui, dans son esprit, lui appartenait de distribuer, ou de facturer. J'ai vécu dans cette maison, du jour de ma naissance jusqu'à mes 22 ans. Ma chambre était au 2e étage, dans le coin nord. Des murs bleu pâle, que ma mère avait peints elle-même à la fin des années 90, parce qu'elle avait vu cette couleur dans un catalogue Pottery Barn, et avait décidé que c'était apaisant. Le bureau sous la fenêtre était un héritage de mon grand-père, Earl West. Il l'avait utilisé pour tenir ses livres de comptes, lorsqu'il dirigeait un petit magasin d'électricité à Newark, dans l'Ohio, dans les années 70. La porte du placard de ma chambre était de travers depuis mes 11 ans. Mon père disait qu'il allait la réparer. Il ne l'a jamais fait. Quand j'ai eu 22 ans, j'avais cessé d'y prêter attention. Ce qui constituait, en soi, une sorte de blessure. Au bout du couloir, il y avait une autre chambre. Les règles dans cette pièce étaient différentes, et ce, de toutes les manières possibles. Mon frère, Cameron, a 5 ans de plus que moi. Quand j'étais en terminale au lycée, sa chambre comportait 2 écrans d'ordinateur, un bureau assis debout, une chaise en cuir qu'il n'avait pas achetée lui-même, et un panneau sur la porte qui disait « En session, veuillez frapper ». Ma mère appelait ça « son bureau ». Nous n'étions pas autorisés à y entrer. Cameron, selon l'année, était en train de lancer quelque chose, de pivoter vers un nouveau projet, ou d'explorer un partenariat. En 2024, c'était un food truck, Grille Car Columbus, qui servait ce qu'il appelait de la « street food de nouvelle génération ». À la fin de 2024, c'était une boutique en ligne appelée Apex Drop, qui vendait des accessoires de téléphone importés. À l'été 2025, les 2 projets étaient discrètement morts. Mais aucun d'entre nous n'était autorisé à le dire à voix haute. Ce dont Cameron ne parlait pas, c'était le travail de contractuel en informatique, à distance, qu'il occupait depuis 2022. Cela lui rapportait environ 78 000 € par an. C'était aussi stable qu'un travail de bureau, mais ça le gênait. Il voulait être un fondateur, pas un simple sous-traitant. Mes parents voulaient qu'il soit un fondateur, pas un sous-traitant. Alors, tout le monde a convenu, par le silence, que les revenus de ce contrat n'existaient tout simplement pas. Le pick-up Tacoma dans l'allée, un modèle 2024 flambant neuf, devait bien venir de quelque part. Personne ne posait de questions. Je savais, avant même d'en avoir la certitude, que quelque chose payait pour ce camion. Je ne savais juste pas que c'était moi. Le déséquilibre dans notre maison ne provenait pas d'une seule décision. C'était le résultat d'un millier de décisions. Les frais de scolarité de Cameron avaient été payés en totalité, à partir d'un compte bancaire privé que mes parents avaient ouvert pour lui. Je suis allé dans un collège communautaire, puis j'ai été transféré à l'université d'État de l'Ohio, en faisant les trajets tous les jours.
J'ai payé tout cela avec une bourse, un emploi à temps partiel dans un café sur l'Anne Avenue, et de modestes prêts fédéraux que je rembourse encore aujourd'hui. Le 18e anniversaire de Cameron a été accompagné d'un chèque. Le mien a été marqué par une carte, signée par mes 2 parents, mais écrite de la main de ma mère. Cameron est allé à Asheville pour les vacances de printemps. Moi, j'ai travaillé dans la vente tout l'été. Rien de tout cela n'était caché. C'était simplement expliqué. Ma mère avait une phrase, qu'elle utilisait de la même façon que d'autres mères disent, « Je t'aime ». Elle disait, « Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Cathy. Nous sommes un foyer. » Je l'ai entendu pour la première fois quand j'avais 16 ans, après avoir demandé si je pouvais participer à un voyage scolaire à Washington, qui coûtait 400 €. Je me suis dit, à 16 ans, que c'était simplement comme ça que fonctionnaient les familles. Je me suis répété cela, jusqu'à mes 22 ans. Grand-mère Eileen voyait tout. Eileen est la mère de mon père. Âgée de 79 ans au début de cette histoire, et de 80 ans à la fin. Elle vit dans une petite communauté pour personnes âgées, à Worthington. Son défunt mari, mon grand-père Earl, est décédé quand j'avais 12 ans. Eileen n'a jamais rien dit à voix haute. Mais à chaque fois que Cameron recevait un chèque et moi une carte, elle me regardait une demi-seconde de plus que nécessaire. Elle posait sa main sur mon poignet, lorsqu'elle me passait un plat à table. Elle m'appelait Catherine, mon prénom complet, avec une voix qui signifiait quelque chose de bien précis. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à nommer aujourd'hui. Je ne le savais pas à l'époque, mais le 80e anniversaire de grand-mère Eileen allait être le dernier dîner que je mangerais dans cette maison. J'ai commencé à travailler à la coopérative de crédit Buquet Héritage, le lundi 10 février 2025. Guichetière au service aux membres, pour 42 800 € par an. C'était mon premier emploi salarié. J'avais obtenu mon diplôme de l'État de l'Ohio en décembre précédent. Ma mère m'avait prise dans ses bras le jour de la remise des diplômes. Mon père m'avait offert une carte. À l'intérieur de la carte, il y avait une feuille de calcul imprimée, sur 2 colonnes, intitulée « Projection de contribution au foyer ». Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque. Maintenant, oui. Lors de mon premier jour à la coopérative de crédit, ma superviseure, Linda Voss, m'a expliqué les procédures d'arrière-guichet. Elle avait la cinquantaine. Une femme gentille, très à cheval sur le règlement. Ses cheveux arboraient ce gris très soigné, typique de l'Ohio, que les femmes entretiennent parce que leur mère l'entretenait. Elle m'a dit, dès le premier jour, qu'une coopérative de crédit est le genre d'endroit où l'expression « je réparerai ça plus tard » n'existe pas. Soit les chiffres correspondent à la fin de la journée, soit ils ne correspondent pas. Il n'y a pas de négociation possible avec un registre comptable. Ma collègue, Brooke Calder, qui allait plus tard devenir ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour moi, m'a offert une tasse à café. Il y avait un chien de dessin animé dessus, avec l'inscription « J'ai équilibré mes comptes aujourd'hui ». Demandez-moi comment. Elle avait 23 ans. Elle venait aussi de Westerville. Nous nous sommes vite rapprochés. J'ai appris, dès ce premier jour, à être précise avec l'argent au travail. J'allais bientôt apprendre que ma propre famille comptait sur moi pour faire exactement l'inverse. La réunion de famille a eu lieu le dernier dimanche de février. Ma mère m'a appelé dans la salle à manger, vers 18 h. Mon père était en bout de table, regardant à moitié un match de basket sur son téléphone. Cameron était à l'étage, soi-disant en train de travailler. Ma mère avait étalé 3 feuilles de papier. Des comparaisons de loyers, imprimées depuis le site Zillow. Elles étaient agrafées avec le même trombone bleu qu'elle utilisait pour finaliser les dossiers dans son agence immobilière. Elle les a posés devant moi, comme lors d'une présentation de vente. « Ma chérie » m'a-t-elle dit. « Tu es une adulte maintenant. Tu touches un vrai salaire. Les adultes contribuent. Ce n'est rien de plus que ça. » Elle a tapoté les documents. 1300 par mois, a-t-elle annoncé. C'est en dessous du marché, c'est généreux. Un propriétaire extérieur te facturerait 1500 € pour un espace pareil, avec buanderie incluse. J'ai regardé les comparaisons. Elles étaient techniquement réelles. C'étaient techniquement des logements proches. J'ai dit que je paierais. Puis, j'ai posé des questions concernant Cameron. La température de la pièce a chuté de plusieurs degrés. Cameron est dans une phase différente, a répondu ma mère. Il réinvestit dans son entreprise.
Ce n'est pas la même situation. Mon père n'a pas levé les yeux. Il a marmonné quelque chose qui ressemblait à un accord. Ma mère a utilisé le mot « saison ». Elle a dit que Cameron était un bâtisseur, et que moi j'étais une employée. Elle a ajouté « Tu ne peux pas comparer ces deux choses ». Elle l'a dit avec le même ton qu'un agent immobilier qui lit une clause de non-responsabilité. Je n'ai pas insisté. J'ai hoché la tête. J'ai dit que je comprenais. Je ne comprenais pas. J'ai gardé ce moment en mémoire. Puis, je lui ai dit que je voulais un reçu écrit, pour le paiement de chaque mois. Ma mère a ri. Elle a vraiment ri. Un petit son surpris, comme si je lui avais raconté une blague qu'elle n'avait pas comprise. Ma chérie, ce n'est pas une transaction commerciale. C'est la famille. J'ai répété ma demande calmement, pour mes propres dossiers. Elle a accepté, l'air irrité. En rentrant chez moi, je me suis arrêté dans un magasin Target. J'ai acheté une chemise en carton bleu, pour 4,29 €. J'y ai écrit « Loyer 2025 » au crayon. J'ai agrafé le ticket de caisse du magasin à l'intérieur de la couverture. Brooke a plaisanté, plus tard, en disant que le dossier ressemblait à celui qu'un inspecteur des banques aurait ramené chez lui. Ma mère pensait que ce dossier était une insulte. Moi, je pensais que c'était une assurance. Une seule de nous deux avait raison. Le samedi 1er mars 2025, j'ai envoyé les premiers 1300 € via Zelle. Dans la ligne de motif, j'ai écrit « Loyer de mars selon accord familial ». Ma mère a signé à la main un reçu papier, sur lequel on pouvait lire « Reçu de Cathy West, 1300 €, contribution au logement de mars 2025 ». Elle l'a signé avec un soupir, que j'ai pu entendre depuis l'autre bout de la cuisine. Cameron a traversé la pièce pendant l'échange. Un shaker de protéines à la main, il n'a rien dit, et il est ressorti. J'ai classé le reçu, ainsi que la capture d'écran Zelle, dans le dossier, le soir même. C'était le paiement numéro 1 sur 8. Au moment où le 8e paiement serait encaissé, j'en saurais déjà bien plus que ma mère ne le pensait possible. En avril, j'avais trouvé une expression pour ça, le mois du loyer. Tout le reste de ma vie s'organisait autour de ça. Pour l'anniversaire de Brooke, en mai, je suis allé au dîner, mais j'ai fait l'impasse sur les cocktails. Une ancienne colocataire de l'université, Rachel, m'a envoyé une invitation de mariage en juin. J'ai dû décliner. Le plus petit cadeau sur sa liste de mariage coûtait 42 €. Et un cadeau de 42 € aurait fait passer mon compte courant sous la barre des 300 €, pour la deuxième semaine du mois. J'ai épinglé l'invitation sur le tableau en liège de Brooke, au lieu de la ramener chez moi. Elle s'y sentait plus en sécurité. La vie de Cameron, en revanche, s'est développée. Son Tacoma a été nettoyé dans un centre à Polari, qui facture 200 € pour un simple lavage et lustrage. Il a pris un long week-end dans les Hocking Hills, avec 2 amis que je ne connaissais pas. Il a acheté de nouveaux équipements pour le lancement d'Apex Drop. Une ring light, un trépied d'appareil photo, une toile de fond. Je n'ai jamais demandé d'où venait l'argent. J'aurais dû. J'allais apprendre plus tard que la réponse se trouvait sur un site public, depuis le début. Je me suis dit que c'était temporaire. Puis le mois de mai est arrivé. C'était un mardi, à la mi-mai. Je suis rentré du travail vers 17h30. La cuisine était vide. Le courrier était sur le comptoir, comme d'habitude. Séparé en 2 piles. Les factures à gauche, les publicités à droite. À moitié glissée sous un catalogue Coles, se trouvait une enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. De couleur crème. Le coin de l'adresse de l'expéditeur était visible. Le logo, une feuille de chêne verte, avec les mots « Buquet Héritage Crédit Union » écrit en dessous. Le même logo que celui imprimé sur le badge que j'avais porté toute la journée. L'enveloppe était adressée à Wayne West. Elle avait déjà été ouverte. Le rabat était déchiré, et non pas coupé proprement avec un ouvre-lettre. La page à l'intérieur était pliée lâchement, et le tiers supérieur était visible. Je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas dépliée. Je n'ai lu que ce qui était déjà exposé. Les mots visibles étaient assez ordinaires en soi, concernant la marge de crédit sur valeur domiciliaire. Compte se terminant par « et », juste en dessous, solde actuel d'environ. Ma mère est arrivée du petit salon, avant que je ne puisse lire un mot de plus. Elle se déplaçait vite. Plus vite que je ne l'avais jamais vue se diriger vers le comptoir.
Elle a attrapé l'enveloppe, l'a glissée à nouveau sous le catalogue, et a lâché un petit rire sec. Oh, ce n'est rien, a-t-elle dit. Ils envoient ça quand les soldes changent. Je vais m'en occuper. Laisse tomber. Je me suis appuyé contre le comptoir, j'ai posé mon sac, et je lui ai demandé si elle voulait que je lance la cuisson du riz pour le dîner. Elle a dit oui. Nous n'avons plus parlé de l'enveloppe ce soir-là. Ma mère avait répondu à une question que je n'avais pas posée. C'est là que j'ai su que cette enveloppe avait de l'importance. Je n'ai plus posé les yeux sur l'enveloppe. Je n'en avais pas besoin. Ce week-end-là, dans l'appartement de Brooke, je me suis assise sur son canapé avec mon ordinateur. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pensé faire auparavant. Je suis allé sur le site de recherche des registres publics du comté de Franklin. C'est un site gratuit. Pas besoin d'identifiant. Vous pouvez taper n'importe quelle adresse dans le comté de Franklin, et consulter tous les documents enregistrés sur la propriété. Les actes d'achat, les hypothèques, les privilèges, les servitudes, toute la trace écrite. J'ai tapé l'adresse de mes parents, sur Glenmyrland. 2 privilèges hypothécaires sont apparus sur la propriété. Le premier était l'hypothèque d'achat originale, enregistrée en 2009. Le prêteur était la PNC Bank NA, transférée depuis à un gestionnaire à Pittsburgh. C'était l'hypothèque que j'avais toujours entendu mes parents appeler l'hypothèque. Celle que ma mère affirmait payer grâce à sa carrière. Le deuxième privilège était autre chose. C'était une marge de crédit sur valeur domiciliaire, une ELOC. Date d'enregistrement, 17 avril 2024. Prêteur, Buquet Héritage Crédit Union. Montant du principal, 62 000 euros. J'ai lu la ligne 3 fois. J'ai fermé l'ordinateur. Je ne me suis connecté à aucun système interne au travail. Je n'ai pas cherché le numéro de compte de mes parents. Je n'en avais pas besoin. Le bureau d'enregistrement m'avait donné tout ce que j'avais légalement le droit de savoir. Gratuitement, et depuis le confort du canapé de mon ami. Cette nuit-là, j'ai fait le calcul sur un post-it, assise à la table de la cuisine de Brooke. Une ELOC de 62 000 euros, au taux que nous proposions cette année-là à la coopérative de crédit, représenterait des mensualités de l'ordre de 5 cents à 600 euros. L'hypothèque principale, pour une maison de cet âge et de ce prix, devait tourner autour de 1 400 euros par mois, à peu près. Il y avait eu une lettre de déficit de compte séquestre sur le comptoir, un jour, je m'en souvenais maintenant. Ce qui ajoutait encore quelques centaines d'euros par mois, pour rattraper le retard. La charge mensuelle totale du logement, pour cette maison, était bien supérieure à ce que le seul salaire de mon père pouvait confortablement supporter. D'autant plus avec les commissions de ma mère, qui étaient en baisse tout au long de 2024 et 2025. Mes 1 300 euros par mois ne servaient pas à couvrir mes propres frais. Ils allaient quelque part. Et celui qui en bénéficiait, comptait sur moi pour continuer à payer. J'ai fermé mon ordinateur. Je n'ai pas cherché leur compte. Je n'en avais pas besoin. J'en savais déjà assez, pour comprendre que je ne savais pas tout. Le post-it est allé dans la chemise bleue. Il me restait 5 mois de paiement, avant de comprendre le reste. Je les ai tous effectués, sans faire de bruit. Le dîner était fixé au samedi 25 octobre 2025. Ma grand-mère Aileen fêtait ses 80 ans. Ma mère préparait l'événement depuis 3 semaines. La belle porcelaine a été sortie de l'armoire, le vendredi soir. Le rôti avait été acheté chez le boucher de Clintonville, celui-là même où mon grand-père allait dans les années 70. Ma mère considérait cela comme une attention délicate. Ça l'était. À l'exception près que cette attention devait être annoncée, à 3 reprises, dans 3 pièces différentes. Le mardi de cette même semaine, le 21 octobre, j'avais envoyé un SMS à ma mère. J'avais réfléchi à la formulation pendant 2 jours. J'ai fait court. Salut, maman. Pourrais-tu m'envoyer un relevé détaillé de ce que couvre ma contribution mensuelle, pour mes dossiers? Merci. Je l'ai envoyé à 23h14, après le travail. Après une longue journée, quand mon cerveau avait enfin trouvé les mots. La réponse de ma mère est arrivée 12 minutes plus tard. Tu n'as pas à exiger un relevé détaillé, comme si tu auditais ta propre famille. J'ai fait une capture d'écran de sa réponse. La capture a fini dans la chemise bleue. C'était mardi. Samedi était dans 4 jours. Je suis allé travailler mercredi, jeudi, et vendredi.
J'ai équilibré ma caisse à chaque service. Je n'ai plus envoyé de message à ma mère. Je supposais que le sujet serait discuté calmement à la maison. De la même manière que notre famille discutait de tout ce qui touchait à l'argent. Je me trompais. Ma mère, elle, attendait d'avoir un public. Les membres de la famille sont arrivés entre 17 et 18 heures, le samedi soir. Ils étaient 9 à table, en plus de moi. Wayne et Pamela West, mes parents. Cameron. Oncle Brent West et tante Carol West, le frère de mon père et sa femme, qui avaient fait la route depuis Mansfield. Grand-mère Eileen, l'invitée d'honneur. Tante Diane Hollister et oncle Roy Hollister, la sœur de ma mère et son mari, venus de Dublin. Et ma cousine Heather Hollister, la fille de Diane. 26 ans, elle venait de signer le bail de son premier appartement dans le quartier de Germain Village, et crevait d'envie d'en parler à quiconque voulait bien l'écouter. Le toast a eu lieu à 19 heures. Mon père s'est levé, son verre à la main. Les yeux déjà un peu vitreux à cause de son deuxième verre. À ma mère, a-t-il dit. 80 ans à supporter les hommes West. Nous en sommes désolés. Un petit rire a parcouru la table. Ma grand-mère a souri, et a secoué la tête. Cameron a levé son verre, sans lever les yeux de son téléphone. Tante Diane a fait un compliment sur le rôti. La conversation a dévié. L'appartement de Heather à Germain Village. La ligue de golf de l'oncle Roy à Westchester. Le nouveau jardin de tante Carol. Une vieille histoire sur mon grand-père Earl, que personne n'avait jamais entendu auparavant. Ce fut, pendant 15 minutes, un vrai dîner de famille. Puis, Heather s'est innocemment tournée vers moi. « Tu vis toujours chez tes parents, Cathy ?» J'ai répondu par l'affirmative. Son visage s'est illuminé. « Oh, il faut qu'on en discute. Je viens de chercher des locations, moi aussi. Les prix sont complètement fous en ce moment. Ça te dérange si je te demande combien tu paies ?» Ma mère a posé sa fourchette. Je l'ai senti avant de l'entendre. Le petit tintement du métal sur la porcelaine. Le changement d'ambiance dans la pièce. La façon dont la pression barométrique change, juste avant une tempête. Ma mère a posé sa fourchette. Elle a tourné la tête d'un degré vers la gauche, en direction de Heather, puis d'un degré vers la droite, dans ma direction. Sa voix se voulait conversationnelle. Public. Pourquoi ne dis-tu pas à Heather ce que tu m'as écrit par SMS mardi, Cathy ? A-t-elle lancé. Raconte à tout le monde, ici présent, comment tu as interrogé ta propre mère. Le visage de Heather est devenu hésitant. La fourchette de l'oncle Roy s'est arrêtée en l'air. La main de grand-mère Eileen s'est crispée autour du pied de son verre de vin. Mon père a fixé un point invisible sur la salière. Cameron a enfin levé les yeux de son téléphone. J'ai répondu aussi calmement que possible. J'ai dit que j'avais demandé un relevé écrit et détaillé, pour savoir ce que couvrait mon loyer. C'est là que la main de ma mère s'est abattue sur la table. Je veux décrire cela avec précision. Elle n'a pas tapé sur la table comme une femme en colère le fait dans les films. Elle a frappé un seul coup sec avec le plat de la main. Assez fort pour faire vibrer la porcelaine. Assez fort pour faire sursauter Heather. Assez fort pour que tout le monde à table comprenne, dans la même fraction de seconde, que la phrase suivante serait de celle que l'on ne peut plus effacer. 1300 € par mois, a dit ma mère. Et tu oses encore te plaindre ? Tu es tellement ingrate. J'aurais aimé que nous dépensions cet argent pour élever ton frère, plutôt que toi. La pièce est devenue silencieuse. Je veux que vous compreniez la nature de ce silence. Ce n'était pas le silence du choc. Le choc s'accompagne d'une petite inspiration. C'était le silence d'une pièce à qui l'on venait de tendre une phrase qu'elle ne voulait pas porter. Le visage de tante Diane est devenu pâle, la couleur fuyant ses joues d'un seul coup. Oncle Roy a baissé les yeux vers son assiette, et Carol a pressé sa serviette contre sa bouche. Heather, 26 ans, avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Grand-mère Eileen a fermé les yeux, pendant une seconde entière. Mon père n'a rien dit. Il a gardé les yeux fixés sur la salière. Il n'a pas regardé sa femme. Il ne m'a pas regardé. Il a juste regardé la salière, en continuant de respirer. Et, de l'autre côté de la table, face à moi, se trouvait mon frère. Cameron. 28 ans, et il ne payait rien. Son tacoma dans l'allée,
sa boutique Apex Drop à moitié supprimée. Il a laissé le coin de sa bouche se soulever. Juste le coin. Juste une fraction de seconde. Ses yeux sont restés rivés sur son assiette, mais le sourire en coin était bel et bien là. Je l'ai vu. Il savait que je l'avais vu. Il n'a pas levé les yeux. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé pour prendre ma défense. Personne n'a dit « Pam ». De la façon dont on prononce le prénom d'une sœur, lorsqu'elle est allée trop loin. Tante Diane, dont j'apprendrai plus tard qu'elle avait voulu intervenir, n'a rien dit. Ses mains sont restées croisées sur ses genoux. Ma mère s'était entraînée à prononcer cette phrase. Je pouvais l'entendre. Elle était sortie de manière beaucoup trop fluide. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé Cameron. Je n'ai pas regardé mon père. Je n'ai pas demandé à ma mère de répéter. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement terminé mon assiette. Quand le plat de pommes de terre est repassé, j'ai demandé à ma grand-mère si elle voulait se resservir. « Grand-mère, tu en veux encore ? Elles sont vraiment bonnes ce soir. » Elle en a pris. Je lui ai passé le plat. Sa main a frôlé la mienne lorsqu'elle l'a pris, et elle l'a laissé reposer là, une demi-seconde de plus que ce que le plat exigeait. Je n'ai pas offert à ma mère la version de moi-même à laquelle elle s'était préparée. C'est la première chose que je lui ai prise. Quand le dessert a été servi, j'ai poliment refusé. J'ai aidé tante Diane à débarrasser les assiettes. J'ai remercié ma grand-mère pour le repas, une fois de plus. Je l'ai embrassée sur la joue, et je suis monté dans ma chambre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, pendant 90 secondes. Puis, j'ai ouvert mon placard. Le placard du couloir abritait 2 valises. Une grise, que j'avais utilisée pour les voyages scolaires au lycée. Et une bordeaux, que ma mère m'avait achetée pour l'université, mais qu'elle ne m'avait jamais vraiment laissé prendre. Je les ai sorties toutes les 2. J'ai commencé à plier mes chemises. Ce pliage était presque méditatif. En bas, je pouvais entendre les chaises racler le sol. Le bruissement discret des invités qui décidaient de partir plus tôt, sans le dire ouvertement. Au moment où la dernière voiture a quitté l'allée, les 2 valises étaient à moitié pleines. Au petit matin, elles seraient toutes les 2 prêtes à partir. J'ai dormi 4 heures cette nuit-là. Je me suis réveillé avant l'aube, le dimanche 26 octobre 2025, et j'ai terminé ce que j'avais commencé. J'ai dressé une petite liste, dans ma tête, de ce qui resterait et de ce qui partirait. L'album photo de ma dernière année de lycée est resté sur l'étagère. Le Polaroid encadré de Cameron et moi quand nous étions petits, pris à Indian Lake, avec mon père tenant l'appareil à bout de bras, est resté sur la commode. Les livres de mon enfance sont restés. Le bureau sous la fenêtre est resté. Le bureau de mon grand-père Earl, celui sur lequel j'avais fait mes devoirs de maths de CM2. La porte du placard, qui était de travers, est restée de travers. Ce qui est parti avec moi ? Mes vêtements, mon ordinateur, mes papiers, la chemise bleue, une seule paire de boucles d'oreilles de mon enfance, que ma grand-mère m'avait offerte à mes 13 ans. Et un livre de poche usé, qu'Aileen m'avait glissé dans les mains quand j'avais 16 ans. Un livre de Wendell Berry, dont elle avait dit que je le comprendrais en grandissant. Je ne l'avais pas compris à 16 ans. J'ai pensé que je pourrais le comprendre, maintenant. J'ai laissé la pièce telle que je l'avais entretenue pendant 22 ans. Propre, silencieuse, et digne. Je n'ai pris que les cintres. La chambre avait l'air achevée. Comme si quelqu'un avait déménagé il y a bien longtemps, et venait tout juste d'y mettre la dernière touche. J'ai porté les 2 valises en bas des escaliers, vers 7 heures du matin. La valise grise a heurté la 2e marche, comme elle le faisait toujours. Mon père était déjà dans la cuisine, assis à table avec son café, comme tous les dimanches. Il n'a pas levé les yeux. Ma mère était dans le petit salon. Je pouvais l'entendre respirer à travers le mur. Cette respiration prudente et audible, qu'elle adoptait quand elle voulait être entendue, mais pas vue. La porte de Cameron était fermée. J'ai posé ma clé de maison sur le comptoir, à côté du porte-serviette. La clé portait un embout en caoutchouc vert. C'était un cadeau pour mes 16 ans, que mes parents m'avaient offert lors d'une petite cérémonie à la table de la cuisine, en déclarant « Bienvenue dans l'âge adulte ». Je n'ai rien dit. J'ai franchi la porte d'entrée. Au moment où j'atteignais la porte, j'ai entendu mon père prononcer mon prénom dans sa tasse de café.
Une seule fois, doucement, Cathy. Il ne l'a pas répété. Je ne me suis pas arrêté. J'ai souvent repensé à cela. J'ai roulé pendant les 20 minutes qui me séparaient de l'appartement de Brooke, à Clintonville. Les deux mains sur le volant, et la radio éteinte. Brooke m'avait envoyé un message la veille, vers 23 heures, après avoir écouté les grandes lignes du dîner au téléphone. Le SMS disait, « La porte est déverrouillée, il y a des draps sur le canapé. Aucune question. Prends le temps qu'il te faut. » Je me suis garé devant son immeuble. J'ai monté la valise grise en premier, puis je suis redescendu chercher la Bordeaux. La serrure de sa porte d'entrée a tourné sans résistance. Le canapé était préparé avec un drap plié. Il y avait un verre d'eau sur la table basse. Brooke était parti bruncher exprès, pour me laisser de l'espace pour atterrir. Je me suis allongé sur le canapé, dans les mêmes vêtements que je portais pour plier mes chemises la veille au soir. Je n'ai pas pleuré. J'ai dormi pendant 4 heures. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Les larmes sont venues plus tard. Et pas pour les raisons que ma mère aurait pu imaginer. Le lundi matin, 27 octobre 2025, je suis retourné travailler. Linda m'a vu avant même que j'ai accroché mon manteau. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes. Je lui ai dit qu'il y avait des problèmes familiaux, et je lui ai demandé si je pouvais cloisonner le travail pendant un moment. Elle a hoché la tête une fois, et est retournée à son bureau. C'était la fin de la conversation. J'ai équilibré mon tiroir caisse au centime près, à chaque service, cette semaine-là. J'ai aidé un membre à clôturer un certificat de dépôt arrivé à échéance. J'ai aidé un autre membre à ouvrir un nouveau compte courant conjoint avec sa fille, qui venait d'avoir 18 ans. La fille a signé la carte de signature avec soin, comme s'il s'agissait d'un traité. Je l'ai regardé faire. J'ai pensé à ma propre carte de signature, que j'avais signée à ce même guichet, en février. Il y a 8 mois. Le mercredi 29 octobre, ma mère a envoyé 6 messages en 20 minutes. Le ton est monté crescendo, passant de « Cathy, s'il te plaît, appelle-moi » à « Tu fais honte à cette famille », puis « Appelle-moi. Appelle-moi Cathy. Rappelle-moi. » Je les ai lus. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro ce soir-là. Je n'ai pas bloqué mon père. Il n'a envoyé aucun message. Le vendredi soir, à la fin de cette première semaine, Brooke a préparé des pâtes. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine à 2 places. Elle m'a posé une seule question. La seule question que je l'autoriserai à poser de tout le mois. Tu veux en parler, ou tu veux que je fasse comme si tout était normal? J'ai répondu, fais comme si. Elle a joué le jeu. Nous avons regardé l'émission The Great British Bake Off, la saison où les créations en chocolat de tout le monde n'arrêtent pas de fondre. J'ai ri une fois, face à un soufflet qui s'effondrait. Ça nous a surprises toutes les deux. Pour la première fois depuis 8 mois, mon vendredi soir n'était pas associé à un paiement de loyer. La deuxième semaine a été plus facile que la première. La troisième semaine a été de nouveau plus difficile. Mon père n'a pas appelé. Ma mère a envoyé des emails que je n'ai pas ouverts. Cameron ne m'a pas contacté du tout. Ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur lui. J'ai commencé à regarder les studios sur Zillow, pendant ma pause déjeuner. Clintonville était dans mes prix. Worthington ne l'était pas. J'ai pris note des immeubles qui proposaient une buanderie intégrée. Si quelqu'un vous a déjà traité d'ingrat, pour avoir demandé où allait votre argent, laissez un commentaire avec le mot « reçu » pour que je sache que je ne suis pas seul. La partie suivante, c'est celle que j'ai attendu 8 mois pour raconter. C'était un mardi, à la mi-novembre, que l'événement suivant s'est produit. Le mardi 18 novembre 2025. 3 semaines après le dîner, 2 semaines avant Thanksgiving. J'étais au travail, en milieu de journée. Linda Voss m'avait demandé d'apporter une petite pile de documents imprimés sur son bureau, dans l'arrière-guichet. J'étais passé devant son bureau des centaines de fois auparavant. L'arrière-guichet était une pièce ouverte unique, avec 5 bureaux, 2 imprimantes laser, une machine à café qui n'avait jamais été nettoyée. Et l'installation de Linda, dans un coin, avec 2 écrans. Son écran principal était celui sur lequel elle effectuait son travail d'agente de crédit. Le deuxième écran lui servait pour les rapports, les listes de surveillance des retards de paiement, ou la préparation des audits. Le genre de tableau de bord interne qu'une guichetière comme moi n'avait jamais besoin de toucher. Linda était au téléphone quand je suis entré.
Elle tournait le dos à son bureau. Elle s'était déplacée près de la fenêtre pour prendre l'appel. Comme elle le faisait toujours, lorsque la conversation était délicate. Elle avait oublié de réduire la fenêtre de son deuxième écran. J'ai traversé la pièce jusqu'à son bureau, pour y déposer les impressions. L'écran était juste devant moi. La liste de surveillance des impayés était ouverte. Le curseur survolait une ligne, environ 3 lignes plus bas. La ligne comportait une adresse. J'ai vu l'adresse avant même que mes yeux ne soient prêts à la voir. C'était l'adresse de mes parents. La colonne de statut de cette ligne indiquait « Paiement en retard ». Avis automatique programmé. J'ai fermé les yeux. J'ai posé les papiers sur son bureau. Je me suis retourné. Je suis retourné à mon poste. Je n'ai pas posé les yeux sur l'écran à nouveau. Je n'en ai parlé à personne. Je ne me suis connecté à aucun système. Je n'ai pas cherché le compte. Je n'ai accédé à rien auquel je n'étais pas autorisé à accéder. Je suis juste retourné à mon guichet, et j'ai repris la réception des dépôts. Je l'ai vu pendant une fraction de seconde. C'était suffisant. Je savais qu'une lettre allait atterrir quelque part, sur le comptoir de leur cuisine. Je ne savais pas quand. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, après le travail, j'ai marché 4 pâtés de maison jusqu'au café sur High Street. Celui avec le Wi-Fi lent, et les chaises qui sont à la même place depuis 2011. J'ai acheté un petit café filtre, et je me suis assise près de la fenêtre. Je me suis permis d'y réfléchir attentivement. Il existait une ligne éthique claire, et j'avais besoin de savoir de quel côté je me trouvais. Regarder un écran en passant n'est pas une violation. M'en éloigner est, en fait, exactement ce que j'étais censé faire. Je n'avais accédé à aucun compte. Je n'avais extrait aucun dossier. Je n'en avais parlé à personne. Je n'avais aucune obligation de prévenir mes parents que leur propre compte était en souffrance. C'étaient eux les titulaires du compte. Ils avaient les mêmes informations que moi. Ils avaient d'ailleurs plus d'informations que moi. Je leur avais versé 1300 € par mois, pendant 8 mois, et je n'avais aucune obligation légale de continuer à le faire. Rien de ce qui allait se passer n'était de mon fait. C'était le leur. J'avais été élevé avec le mot « famille ». J'allais bientôt apprendre le mot « registre ». Je savais, assise dans ce café, que la chose la plus difficile que j'allais devoir faire de toute l'année, serait de ne rien faire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Pendant 7 jours de plus, je n'ai absolument rien fait. Le mardi 25 novembre 2025. La veille. La veille de Thanksgiving. Je veux vous raconter ce que ma mère a fait cet après-midi-là. De la manière dont je l'ai appris plus tard, par bribes. En partie grâce à tante Diane, en partie grâce à mon père. Et surtout, grâce à ma mère elle-même. Ma mère avait passé la matinée à faire visiter une maison de 4 chambres à Dublin. Un couple à qui elle avait déjà montré cette même maison 3 fois, sans recevoir d'offre. Elle est rentrée fatiguée. Elle s'est préparé un café. Elle s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine, là où mon père laissait toujours le courrier. Il y avait une petite pile, 2 factures, un catalogue de vêtements, une offre de carte de crédit, et une enveloppe de couleur crème qu'elle n'a pas reconnue au premier abord. L'adresse de l'expéditeur se trouvait dans le coin supérieur gauche. Une feuille de chêne verte, avec les mots « Buquet Héritage Crédit Union » en dessous. Elle avait vu ce logo une 12aine de fois, au cours des 9 mois précédents. Elle l'avait vu sur le badge de sa fille. Ma mère n'a pas ouvert l'enveloppe debout. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Certaines lettres exigent de s'asseoir. Elle l'a ouverte avec un couteau à beurre, pris dans l'égouttoir. Elle a lu l'en-tête. Il disait « Avis de défaut de paiement, échéance en retard ». Elle a lu le corps du texte. Elle l'a lu 3 fois. À chaque fois, les phrases lui parvenaient dans un ordre différent. Mais aucun de ces ordres ne lui a été d'une quelconque aide. Le compte, indiquait la lettre, avait 25 jours de retard. Le montant en souffrance s'élevait à 580 €. Il y avait des frais de retard évalués à 35 €. Le montant total pour régulariser la situation était de 615 €, exigible immédiatement. En dessous du montant de régularisation, il y avait un paragraphe. Un paragraphe que ma mère avait lu sur le courrier d'autres personnes, des dizaines de fois, en 14 ans de carrière dans l'immobilier.
La lettre précisait, le défaut de régularisation du compte peut entraîner des frais supplémentaires, un signalement négatif auprès des agences d'évaluation du crédit, l'exigibilité anticipée du prêt, et finalement des procédures de saisie sur la propriété garantissant cette marge de crédit. Elle avait lu ce paragraphe pour les maisons d'autres personnes. Ce soir-là, elle le lisait pour la sienne. Elle a appelé mon père. Il était en rendez-vous commercial à Marisville. Il a dit qu'il serait rentré dans 1 heure. Sa voix était plate. Quand il est arrivé, il a lu la lettre 1 fois. Il l'a pliée. Il l'a remise dans l'enveloppe. Il l'a posée sur la table. Il s'est assis en face d'elle, et a dit, avec une voix que je ne lui avais jamais entendu utiliser, « Je t'avais dit qu'on aurait dû s'arrêter après le food truck. » Ma mère a pleuré, la première fêlure de la nuit. C'était la première fois que mon père désignait la Héloc à voix haute comme une erreur. Elle attendait qu'il le dise depuis 18 mois, sans jamais le lui demander. Maintenant, la nuit où la lettre était arrivée, il le disait enfin. Elle a posé à nouveau sa main sur l'enveloppe. La feuille de chêne verte. Elle a fait le lien. Mon travail, mon badge, ma présence quotidienne dans cette agence. Assise à cette table, elle s'est convaincue que j'avais surveillé le compte. Que j'avais chronométré mon silence. Que j'avais peut-être appelé ma superviseure, pour lui demander d'envoyer la lettre cet après-midi-là. Elle avait tort sur absolument tous les points. Mais elle était trop paniquée pour être lucide. Elle s'est tournée vers mon père. Elle y travaille, a-t-elle dit. Elle y travaille, Wayne. C'est elle qui a fait ça. Il n'a pas répondu. Ma mère a pris son téléphone. L'heure, en haut de l'écran, indiquait 21h14. Elle a appuyé sur mon contact. Elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. À minuit, elle m'avait appelé 14 fois. J'étais à la table de la cuisine de Brooke, quand le téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai laissé vibrer. Je l'ai laissé vibrer 14 fois. Chaque message vocal était accompagné du petit son que fait le téléphone lorsqu'un nouveau message arrive. Je ne les ai pas supprimés. Je les ai tous écoutés. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Les 4 premiers appels étaient les appels en pleurs. Le premier message vocal durait 38 secondes. Ma mère sanglotait. Des phrases à moitié finies, Cathy. Cathy. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire? Cathy, je t'en prie. Elle n'avait pas encore organisé sa panique sous forme d'accusation. Les pleurs étaient réels. Mais ils m'étaient aussi totalement inutiles. Car pleurer sans assumer ses responsabilités, ce n'est qu'une performance théâtrale avec des larmes. Le deuxième message était plus court. Juste, Cathy, décroche. S'il te plaît, décroche, Cathy. Ma mère n'avait pas pleuré devant moi en 22 ans. Elle a pleuré 4 fois en 20 minutes cette nuit-là. Brooke était assise à la table de la cuisine, face à moi. Elle n'a rien dit. Je lui avais dit, le lendemain du dîner, que son rôle dans cette histoire était de ne rien dire. Je n'avais pas besoin d'une amie qui prendrait mon parti. J'avais besoin d'une amie qui me laisserait écouter ma propre vie, sans m'interrompre. Brooke était cette amie-là. Le 5e message vocal, c'était une personne différente. Les pleurs s'étaient organisés. Ce 5e message a été le premier appel où elle hurlait. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça à ta famille? Nous t'avons accueilli. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. La voix de ma mère était maintenant pleine et claire. L'accusation avait pris forme. Au 7e message, cette forme était devenue un acte d'accusation. Tu crois que c'est la justice? Tu te crois intelligente? C'est toi qui as fait ça. Tu savais. Tu as su depuis le début. Tu l'as fait exprès. J'ai écouté les 5 messages vocaux hurlés. Je les ai assimilés de la même façon que l'on écoute le bulletin météo. Brooke s'est levée doucement, et a préparé une théière. Elle ne m'a pas demandé si j'en voulais. Elle l'a simplement préparée. Elle a posé une tasse devant moi, et est retournée s'asseoir. Ma mère a prononcé le mot « famille » à 11 reprises dans ses 5 messages vocaux. J'ai compté. Le mot avait cessé de signifier quoi que ce soit de précis. Quelque part autour de la 3e utilisation. Puis, vers le 10e appel, les cris ont cessé. Les 5 derniers messages vocaux étaient des supplications.
Ma mère était plus calme, fatiguée. Je pouvais entendre, en fond sonore, mon père dire quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle était assise à cette même table de cuisine, où elle se trouvait lorsqu'elle m'avait traité d'ingrate, 4 semaines plus tôt. Cathy, s'il te plaît, décroche. Je suis tellement désolé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'en prie. Le 14e message a été le plus calme. Cathy, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je n'avais jamais entendu ma mère murmurer une phrase de toute ma vie. Le 14e message vocal a été la première fois. Je les ai écoutés tous les 14. Je n'en ai effacé aucun. Je n'ai rappelé personne. Le lendemain matin, mercredi 26 novembre, j'ai reçu 2 messages. Le premier était un SMS de ma tante Diane. Cathy, j'aurais dû dire quelque chose pendant le dîner. Je suis désolé. Ta mère m'a appelé hier soir. Hystérique. Elle a reçu une lettre de la coopérative de crédit. Je te le dis, pour que tu ne sois pas prise au dépourvu. Je vois clair maintenant. Appelle-moi quand tu seras prête. Ou pas. J'ai lu le message 2 fois. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté à la chemise bleue. Ma tante était à table, ce samedi-là. Ses excuses avaient 4 semaines de retard, et elles arrivaient pourtant exactement au bon moment. Le deuxième message était un message vocal. Il provenait d'un numéro que je connaissais. Le téléphone fixe de ma grand-mère. Grand-mère Aileen n'envoie pas de SMS. Elle n'utilise pas de téléphone portable. Quand elle veut vous parler, elle appelle depuis le téléphone mural marron, à cadran rotatif, dans sa cuisine. Le même téléphone qu'elle possède depuis 1989. Le message vocal durait 48 secondes. Sa voix était assurée, prudente, lente. Catherine, c'est ta grand-mère. J'aurais dû intervenir pendant le dîner. Je ne l'ai pas fait. C'était mal de ma part. Tu n'es pas ingrate. Tu n'as jamais été ingrate. S'il te plaît, viens me voir quand tu seras prête. J'aimerais te voir. J'ai écouté le message 2 fois. La deuxième fois, j'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais, depuis la nuit qui a précédé le dîner. J'ai pleuré silencieusement sur le canapé de Brooke. Pendant ce temps, Brooke, assise à la table de la cuisine, faisait de gros efforts pour faire semblant de lire quelque chose sur son téléphone. Ma grand-mère avait attendu 80 ans, pour utiliser cette voix-là. Elle l'avait gardée en réserve pour moi. J'ai laissé passer 3 semaines. Ma mère a envoyé des emails que je n'ai pas ouverts. Mon père a envoyé un seul SMS, le 2 décembre, qui disait « J'aimerais te parler, quand tu seras prête ». Sans poser de conditions, signé papa. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai lu 12 fois, au cours des 3 jours suivants. J'ai pensé à mon père, dans la cuisine avec son café, le matin où je suis parti. L'unique syllabe qu'il avait prononcée. Le fait qu'il ne l'ait pas répété. J'ai pensé à lui, pliant la lettre et la remettant dans l'enveloppe. J'ai repensé à sa phrase, « Je t'avais dit qu'on aurait dû s'arrêter après le food truck ». Le deuxième dimanche de décembre, j'ai renvoyé un SMS à mon père. Dimanche 14 décembre, 10h. Le café sur High Street, à Worthington. Juste toi et maman. 1 heure. Il a répondu en moins de 4 minutes. Oui, nous y serons. J'avais choisi Worthington, parce que c'était à mi-chemin entre l'appartement de Brooke et Glenmirlan. J'avais choisi ce café parce qu'il y avait 2 portes, 3 sorties, de grandes fenêtres, et d'autres personnes. J'avais choisi la table près de la fenêtre de devant. Je l'avais choisi parce que je voulais me souvenir de la lumière. Je suis arrivé à 9h48. J'ai acheté un thé, et je me suis assise. J'ai posé la chemise bleue sur la chaise, à côté de moi. À 10h03, mes parents sont entrés. Ma mère d'abord, puis mon père. Ils m'ont vu. Ils se sont approchés. Ils se sont assis en face de moi. Il y avait une 3e chaise, vide, entre nous. Ma mère y a jeté un coup d'œil. Je ne l'ai pas bougé. À 10h11, mon frère, Cameron, est entré. Ma mère s'est retournée délibérément, comme si elle l'attendait. Je lui ai demandé de venir, a-t-elle dit. Il fait partie de la famille. Je n'ai pas protesté.
J'ai fait un geste vers la chaise vide. Cameron s'est assis. Il a posé son téléphone, face contre la table. Mon père n'a pas croisé le regard de son fils. Je m'étais préparé pour 2. Je pouvais gérer 3. J'ai ouvert la chemise bleue. Je veux que vous imaginiez ce que j'ai fait ensuite. Parce que c'est la scène la plus nette de toute cette histoire, et je veux qu'elle vous percute de la même manière qu'elle les a percutés. J'ai déposé les éléments sur la table, un par un. Je n'ai rien dit pendant que je les étalais. Le premier élément était l'impression des 8 reçus signés. Dans l'ordre, de mars à octobre. Le deuxième était une impression des 8 captures d'écran Zelle, dans l'ordre, avec leurs lignes de motifs bien visibles. Le troisième était la page du bureau d'enregistrement du comté de Franklin, montrant le privilège de la HELOC, enregistré le 17 avril 2024. Prêteur, Buquet Héritage Crédit Union. 62 000 €. Le quatrième était la capture d'écran du SMS de réponse de ma mère, daté du 21 octobre. Tu n'as pas à exiger un relevé détaillé, comme si tu auditais ta propre famille. Le cinquième était une capture d'écran de l'Instagram de Cameron, d'août 2024. Le jour du lancement de Greycar Columbus. Greycar Columbus est lancé. Je n'aurais pas pu y arriver sans maman et papa, qui ont soutenu ce rêve dès le premier jour. Le sixième était une capture d'écran de la story Instagram de Heather, le soir du dîner, horodaté à 18h48. Avant le conflit. Un plan large de la table, où j'étais visible à ma place, avec la légende, les 80 ans de grand-mère E. Le septième était le SMS d'excuse de tante Diane, du 26 novembre. Je n'ai pas déposé de copie de l'avis de défaut de paiement. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas besoin. Quand tout a été sur la table, j'ai laissé le silence s'installer pendant 10 secondes. Ma mère n'a pas regardé le dossier. Elle a regardé par la fenêtre. Puis elle a regardé ses mains. Et enfin, elle a regardé le dossier. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai dit la vérité avec des phrases simples, comme je l'avais pratiqué dans la voiture. C'est 10 400 € de loyer, sur 8 mois. C'est une deuxième hypothèque, contractée il y a 18 mois. C'est la date à laquelle elle a été enregistrée. C'est ce que Cameron a publié à propos de son food truck. C'est ce que tu m'as écrit mardi. Avant le dîner. C'est ce que tante Diane m'a écrit mercredi, après le dîner. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je ne payais pas un loyer. Je remboursais votre HELOC. Je remboursais une dette que vous aviez contractée pour financer les entreprises de Cameron. Tu as dit à 9 personnes, à l'anniversaire de grand-mère Aileen, que j'étais ingrate de demander ce que payait mon argent. La réponse est sur la table. Mon père n'a rien dit. Ma mère a essayé de parler 2 fois, et s'est arrêtée 2 fois. La première tentative a été, Cathy, ce n'était pas. La deuxième tentative a été, nous n'avons pas. Elle n'a terminé aucune des 2 phrases. De l'autre côté de la table, Cameron a baissé les yeux vers sa propre publication Instagram. Celle que j'avais capturée. Celle qu'il n'avait pas supprimée en 15 mois. Il n'a pas levé les yeux. La partie la plus difficile quand on dit la vérité, c'est de regarder l'autre personne l'entendre. Je me suis forcé à regarder. J'ai refermé la chemise. Je l'ai glissée dans mon sac. Je leur ai énoncé 3 choses. 1. Je ne vous paierai plus un seul euro, sous aucun prétexte. Ni loyer, ni contribution, ni prêt, ni cadeau. Notre arrangement est terminé. 2. Je refuse de faire l'objet de discussions au sein de la famille élargie. Quiconque me qualifie d'ingrate en public, n'aura pas le privilège de ma présence en privé. 3. Si vous voulez faire partie de ma vie d'une manière ou d'une autre, vous devrez écrire une lettre d'excuse à grand-mère Aileen et à tante Diane, concernant le dîner. Ces lettres seront manuscrites. Elles seront précises. Je saurai si elles ne le sont pas. Car grand-mère Aileen me le dira. Je me suis levé. J'ai remercié le barista en sortant, car c'est ainsi que j'ai été élevé. Je ne me suis pas retourné. Ma mère m'a suivi sur le parking. J'ai entendu ses pas avant d'atteindre ma voiture. Elle a appelé mon nom. Cathy, s'il te plaît. Cathy. Je me suis retourné. Je l'ai laissé me rattraper. Elle avait les mains tendues, les paumes ouvertes. Comme les gens le font dans les couloirs d'hôpitaux, quand ils veulent qu'un médecin leur donne des nouvelles qui n'ont pas encore été annoncées. J'ai dit, maman,
le rendez-vous durait 1 heure. L'heure est écoulée. Je suis monté dans ma voiture. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec la chemise bleue sur le siège passager. Elle était plus légère que je ne l'espérais. Je crois qu'elle m'avait porté bien plus longtemps que je ne l'avais portée moi-même. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. De la manière dont je l'ai appris, et dans l'ordre où je l'ai appris. Début janvier 2026, mes parents ont mis en vente la maison sur Glenmyrland. Ma mère ne pouvait pas se charger de la vente de sa propre maison. Conflit d'intérêts. Les règles d'éthique de l'immobilier. Ces mêmes règles qu'elle m'avait citées, à 2 reprises, pendant mon enfance. Elle aurait pu faire appel à un collègue de son agence, mais en janvier, ce n'était plus une option. Fin octobre, après avoir vu ma mère taper du poing sur la table, Heather en avait parlé à sa propre mère. Tante Diane en avait parlé à sa belle-sœur, tante Carole. Carole en avait informé mon oncle Brent. Brent et Carole en étaient au premier stade de la mise en vente de leur maison de Worthington, via ma mère, cet automne-là. Une vente qui aurait clôturé l'année de Pam en beauté, et lui aurait rapporté une commission comprise, selon le prix final, entre 12 000 et 15 000 euros. Le 14 novembre, Brent et Carole avaient discrètement retiré l'annonce, et choisi un autre agent. En décembre, 2 clients recommandés, avec lesquels ma mère travaillait depuis l'été, avaient cessé de répondre à ses emails. À la fin de l'année, ma mère avait perdu environ 18 000 euros de revenus de commissions attendues. Au moment exact où elle pouvait le moins se le permettre. Dans les banlieues de l'Ohio, les rumeurs immobilières voyagent à la vitesse des discussions de groupe. Ma mère le savait. Elle avait utilisé cette rapidité à son avantage pendant 14 ans. Elle a vu ce système se retourner contre elle, au ralenti. La maison a été mise sur le marché avec une agente concurrente, nommée Linda Ostrandé. Une femme calme et professionnelle, sur laquelle ma mère avait autrefois ragé, lors de la fête de fin d'année de sa propre agence. Le prix demandé était de 329 900 euros. L'annonce comportait très peu de photos du 2e étage. J'ai remarqué que la maison a été vendue le vendredi 27 février 2026. Le prix final était de 315 200 euros. En dessous du prix affiché, mais c'était suffisant. Après le remboursement de l'hypothèque principale, de la HELOC, ainsi que des frais de clôture et des commissions, mes parents sont repartis avec environ 50 000 euros de capitaux propres résiduels. Ils ont déménagé pour un appartement de location de 2 chambres, à Hilliard. Mon père a acheté une voiture plus petite. Ma mère n'a pas acheté de nouvelle voiture. Cameron n'est pas venu pour la signature de la vente. Il avait déménagé à Cleveland au début du mois de janvier. Il était avec une petite amie, dont ma mère n'arrivait pas à se rappeler le prénom avec certitude, lorsqu'elle en avait parlé à tante Diane au téléphone. Son compte Instagram était resté silencieux depuis la confrontation. Le Tacoma avait été vendu à un concessionnaire à Ashtabula, pour un montant inférieur à ce qu'il devait encore dessus. Il n'en avait parlé à personne. Mon père m'a appelé la semaine de la vente. Il ne m'a rien demandé. Il m'a dit qu'ils avaient signé les papiers. Il m'a dit qu'il avait écrit la lettre à grand-mère Aileen. Il m'a dit qu'il la lui avait remise en main propre. Il a dit que ma mère avait aussi écrit la sienne, mais ne l'avait pas encore livrée. Il a dit qu'il était désolé. Il l'a dit à 3 reprises. Il ne m'a pas demandé de venir les voir. J'ai apprécié cela plus que je ne pourrais l'expliquer. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Nous en sommes restés là. Le samedi 14 mars 2026, j'ai signé un bail d'1 an, pour un studio de 45 mètres carrés, à Clintonville. Au 2e étage d'une maison de style craftsman rénovée. De grandes fenêtres orientées à l'est, des planchers en bois d'origine, et une minuscule cuisine avec une fenêtre au-dessus de l'évier. Loyer, 1150 euros par mois. J'ai fait le calcul une fois dans ma tête, avant de signer. Et puis, j'ai arrêté de compter. Brooke m'a aidé à emménager. Nous avons monté la valise grise en premier, puis la bordeaux. Je n'avais pas beaucoup d'autres cartons. Le studio nous a pris environ 3 heures à installer. En comptant le détour par un café, pour acheter des sandwichs en chemin. Linda Voss m'a recommandé pour une promotion, en tant qu'assistante de crédit junior, la semaine suivant mon emménagement. La date d'entrée en fonction était le 1er mai, sous réserve de bonnes performances continues. Elle n'en a pas fait tout un plat. Elle a dit, tu es prête. Puis, elle m'a remis un dossier avec du matériel de formation, et est retournée à son bureau. Ce week-end-là,
j'ai peint le mur de la chambre en jaune pâle. Pas en blanc. Le rouleau montait et descendait, au même rythme lent que je gardais en mémoire, lorsque j'avais aidé ma mère à peindre son propre salon quand j'avais 16 ans. À la différence que je peignais seul. Et que ce jaune était une couleur que j'avais choisie moi-même. Les 2 valises, vides, ont été placées sur l'étagère supérieure du placard. La porte du placard s'est fermée du premier coup. La chemise bleue est allée dans une petite boîte d'archives ignifuge, posée sur le sol du placard. Je n'ai plus jamais regardé les reçus. Je n'en avais pas besoin. J'ai peint le mur un dimanche. Dès le dimanche soir, cette chambre était à moi, d'une manière qu'aucune autre pièce ne l'avait jamais été. Le week-end suivant, j'ai conduit jusqu'à Worthington pour voir ma grand-mère. Eileen a préparé du thé. Nous nous sommes assises sur son canapé. Nous n'avons pas parlé de ma mère. Nous n'avons pas parlé de la maison. Nous avons parlé de mon grand-père, Earl. De l'année où il lui a appris à conduire une voiture manuelle, sur une petite route de campagne, dans le comté de Licking. Nous avons parlé de mon nouveau studio. Elle voulait tout savoir sur la peinture jaune. Je la lui ai décrite. Elle écoutait comme elle l'avait toujours fait. La tête légèrement penchée, et les mains croisées sur les genoux. Quand le thé fut presque terminé, elle a dit très doucement, « Je suis fière de toi, Catherine. Je veux que tu le saches. J'aurais dû te le dire il y a des années. » J'ai pleuré en silence. Elle a fait semblant de ne rien remarquer. Quand je suis parti, elle m'a prise dans ses bras près de la porte. Comme elle m'avait toujours serré, les mains à plat dans mon dos, et le menton sur mon épaule. Elle m'a dit de conduire prudemment. Elle m'a dit de revenir le week-end prochain, si j'avais le temps. Je lui ai dit que je le ferais. Si vous avez déjà été cet enfant, dont l'amour avait un prix, alors que celui de son frère était gratuit. Vous connaissez déjà la chambre que je décris. Parlez-moi de la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires calmes, avec des preuves à l'appui. J'ai conduit vers la maison à travers le long crépuscule de l'Ohio. Ce genre de soirée de fin mars, où le ciel prend tout son temps avant de s'assombrir. Je n'ai pas allumé la radio. Les fenêtres étaient entr'ouvertes. Le vent sentait l'asphalte mouillé, et les prémices du printemps. J'ai pensé à mon ancienne chambre sur Glenmyrland. Au mur bleu pâle, au bureau sous la fenêtre, à la porte du placard qui ne fermait jamais correctement. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni sentiment de perte. Juste la distance tranquille d'un endroit qui avait cessé de m'appartenir, bien avant que je ne l'admette. Je ne me suis pas vengé. J'ai juste arrêté de subventionner les gens qui me disaient que je leur devais tout. La chambre qu'ils m'ont facturée n'existe plus. Les reçus sont à moi. La chambre que je possède aujourd'hui, je l'ai peinte en jaune. Et personne n'a le droit de me faire payer pour y dormir. Ma mère m'avait traité d'ingrate, à une table remplie de proches. Elle avait frappé du poing, lors du dîner d'anniversaire de sa propre mère. Et ce, devant ma grand-mère, qui m'avait aimé pendant 22 ans, et qui me l'avait enfin dit, via un message vocal laissé depuis le téléphone mural de sa cuisine. Elle ignorait, ce samedi soir-là, que la fille qu'elle humiliait portait son secret depuis 8 mois. Elle ignorait que la coopérative de crédit, à laquelle elle confiait son avenir, était la même que celle qui signait mes chèques de paie. Elle ignorait qu'une chemise en carton à 4 €, achetée dans un magasin Target de Polari, pèserait plus lourd que sa propre carrière. Aujourd'hui, elle le sait. Le trajet de retour a pris 40 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'en avais pas besoin.